Je vous propose de commencer. Et d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence pour cette conférence dont le thème est promouvoir une société respectueuse des choix de vie à tous les âges, une exigence démocratique. Alors vous le savez, le fil rouge de cette session de Santexpo, c'est la santé au cœur de la démocratie. Et puis vous pouvez d'ailleurs inverser. Vous pouvez mettre la démocratie au cœur de la santé, parce que, comme nous l'ont appris des philosophes, je ne dirai pas trop lesquels, tout ça est dialectique. Et autant la santé et l'autonomie sont devenus des éléments vraiment constitutifs du pacte démocratique, et c'est pour ça que leur crise actuelle est si identitaire à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens, mais en même temps, la nécessité, et ça va être notre sujet, de la démocratie dans le fonctionnement du système de santé entendu au sens de l'OMS, la santé, non pas le secteur sanitaire, mais l'état de bien-être, ce qui veut dire aussi le secteur de l'autonomie, l'exigence démocratique est constitutive du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement, on va en débattre, de notre système de soins et d'accompagnement. C'est peut-être pour cela que les pouvoirs publics usent, voire peut-être abusent parfois, de cette idée de société inclusive. Alors au fond, en mise de jeu initiale, mais ensuite je me tairai, même si ce n'est pas ma qualité première, au fond, il y a la question des droits, évidemment, qui sont le socle sur lequel on construit tout, c'est-à-dire le droit d'être accompagné, quel que soit son âge, quels que soient ses besoins d'accompagnement. Il y a la question, évidemment, des moyens de cet accompagnement, sans lequel la définition de droit n'a pas beaucoup de signification. Mais on voit bien que la demande de notre société, la demande des citoyens, elle va au-delà de la seule définition de droit à disposer de services et de prestations. Elle est de plus en plus la capacité de choisir sa vie, la capacité d'avoir un réel pouvoir d'agir. Alors, par rapport à ces exigences et ces objectifs, au fond, le sujet que nous allons évoquer, le fil rouge, c'est quel regard pouvons-nous porter sur la situation actuelle ? Est-ce que, au fond, est-ce que nous progressons ? Est-ce que nous régressons ? Et quelles sont surtout les conditions pour concrètement transformer ces promesses de société inclusive, ces promesses de pouvoir d'agir en réalité concrète tout simplement pour tout un chacun, et en premier lieu, bien sûr, pour les personnes accompagnées. Mais au fond, n'oublions pas que ces personnes accompagnées, et c'est la première manière d'inclure, c'est nous, peut-être aujourd'hui, mais probablement demain. Donc nous sommes tous concernés par cette nécessité de bâtir une société plus respectueuse de la liberté de chacun. Alors, pour évoquer ces sujets, nous avons trois intervenants à qui je vais laisser la parole dans les 2 minutes qui viennent. D'abord, Vanessa Wisnia-Veil, j'espère que je n'abîme pas trop votre patronyme, qui est experte des questions sociales, essayiste, avec un récent livre sur les nouveaux pouvoirs d'agir, justement, et en même temps, qui est, depuis quelques mois maintenant, responsable de l'offre, du financement et de l'offre à la CNSA. Sylvain Denis, ici présent également, représentant des usagers personnes âgées, président d'honneur de la Fédération nationale des associations de retraités et membre du Haut Conseil de l'âge, et je dirais plus personnellement infatigable défenseur des personnes âgées, mais exigeant, mais pas seulement, il va l'expliquer, exigeant, mais toujours bienveillant, avec la volonté, au fond, d'une critique constructive, notamment de l'action des pouvoirs publics. Et puis,
Stéphanie Deblois, directrice de la plateforme territoriale d'inclusion Jean-Étienne Jambon à Coutras, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, voilà, que j'ai rencontré par la visioconférence il y a quelque temps et qui a la responsabilité d'animer une plateforme territoriale qui a, je dirais, déjà largement réalisé sa transformation. Mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est elle qui va nous raconter cette histoire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc d'abord, Vanessa Visnaveit, je vous passe la parole. Alors j'aurai le rôle, bien sûr, ingrat d'être le chronomètre. Donc je pense qu'on peut avoir 3 prises de parole d'une quinzaine de minutes, un tout petit peu, éventuellement un tout petit peu plus, et puis ensuite passer au jeu des questions-réponses. Voilà, je vous passe la parole. Merci. On m'entend là? C'est bon? Ouais. Alors, avant de parler spécifiquement de l'objet de notre débat, c'est-à-dire plus spécifiquement des politiques de l'autonomie, je ne vous parlerai pas de la démocratie en santé en général, mais plutôt de la démocratie dans la sphère de ce qu'on appelle les politiques de l'autonomie, c'est-à-dire l'accompagnement à la fois des personnes âgées vulnérables et des personnes en situation de handicap. Avant d'y venir, je voudrais partir d'un peu de clarification conceptuelle sur cette question du pouvoir d'agir et de la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et je le ferai à partir d'un essai que j'ai publié effectivement en 2020 qui s'appelait « Nouveau pouvoir d'agir au seuil » et qui partait de la réflexion suivante, qui partait pas du tout de la question de l'autonomie au sens de la branche de l'autonomie, mais qui partait d'une réflexion sur les politiques sociales en général. Dans mes fonctions précédentes, j'ai beaucoup travaillé aussi bien sur les politiques éducatives, familiales, les questions d'inégalité, de pauvreté, de protection sociale, et finalement plus récemment sur les questions de la branche. Et en fait, cette question de l'autonomie, elle traverse toutes les politiques sociales. Donc c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Elle les traverse toutes dans nos démocraties occidentales contemporaines. Et ce qui me paraît important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, on peut les lier directement à la question de la liberté. Et la thèse que je défendais dans mon livre, en m'inscrivant à la suite d'autres philosophes politiques et en y apportant ma touche, c'était qu'au fond, la liberté dans nos sociétés, il fallait la reformuler comme le pouvoir d'agir, qu'il faut également préciser, parce que quand on dit pouvoir d'agir, on ne dit pas grand-chose. Donc, je vais vous donner la définition et je vais vous expliquer après ce que ça peut impliquer, à savoir le fait de poser des actes qui vous sont personnels, dans lesquels vous vous reconnaissez et vous êtes reconnu. Voilà. Et cette question du pouvoir d'agir, je ne faisais pas alors, juste une définition, j'exhibais 5 sphères du pouvoir d'agir, parce que l'idée, c'était de réfléchir ça à partir des politiques publiques. Donc, ces 5 sphères du pouvoir d'agir, c'était le pouvoir d'agir en produisant, le pouvoir d'achat ou exister en consommant, pouvoir d'aimer et réciprocité, pouvoir de connaître et se transformer au contact du monde, et la citoyenneté ou le pouvoir d'agir en commun. Et sur ces 5 sphères, ce que je montrais, c'était pas simplement que c'était des dimensions importantes de l'existence qui seraient somme toute assez triviales, mais que c'était des sphères non substituables, des dimensions non substituables les unes aux autres si on voulait que les personnes se réalisent telles que je les définis et telles qui semblent correspondre à l'idéal de nos sociétés, et des sphères, un nombre de sphères minimales sur lesquelles l'État a vocation à agir pour construire en quelque sorte des infrastructures qui permettent aux citoyens de s'accomplir dans ces différentes sphères, et que sur chacune de ces sphères, la question des inégalités et la question de la norme d'égalité appliquée à chacune de ces sphères diffèrent. Il y a en gros 3 types de normes d'égalité qui circulent selon les sujets. L'égalité selon les besoins, l'égalité simple, chacun pareil, et l'égalité qu'on pourrait lier, disons, à la méritocratie ou l'égalité des chances. On donne ce qu'il faut au départ et chacun se réalise, et qu'en fait, il faut prendre les choses différemment. Alors, pourquoi ce long détour ? D'abord, premièrement, parce que, juste 2-3 mots, c'est, en fait, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, grosso modo, la question, on est dans des démocraties occidentales libérales, elles ont toutes évolué autour de la question, non pas simplement des droits de l'homme ou des droits, mais de la question des libertés effectives. Comment on attend l'État sur autre chose que sur des droits et sur le fait de permettre que le citoyen, d'une manière ou d'une autre, se réalise. Donc il y a la question des libertés effectives avec un curseur entre simplement des droits ou des libertés effectives qui implique un rôle de l'État plus puissant,
voilà, qui crée un peu tout l'ensemble de la philosophie politique, je dirais, contemporaine. Il y a des débats importants là-dessus, et voilà, il faut se placer au bon endroit pour comprendre ça. Mais dès qu'on rentre sur la question de la liberté effective, on rentre sur quelque chose d'un peu moins neutre que la liberté, où chacun fait ce qu'il veut. On rentre sur, finalement, dire quelque chose de ce qui serait la bonne vie, d'où les 5 sphères. Tout en restant assez neutre, donc moi, je m'inscrivais dans le courant, si vous voulez, qu'on appelle les capabilités, Amartya Sen, Nussbaum, et j'y apportais une touche spécifique pour l'appliquer aussi aux sociétés occidentales. Alors, vous voyez qu'avec ces 5 sphères, en fait, vous en avez 2 qui nous concernent là, sur le débat d'aujourd'hui. La 5e sphère de citoyenneté, qu'on pourrait appeler en anglais l'empowerment, et souvent c'est à ça qu'on pense. Quand on pense à démocratie et autonomie, on pense à je m'associe à la gouvernance, j'ai mon mot à dire sur les lois qui me concernent, ou j'ai un mot à dire sur la manière dont les parcours publics qui sont construits pour m'aider vont se dérouler. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'empowerment. Mais en fait, l'empowerment, c'est qu'une des dimensions de ces 5 sphères qui sont plus larges et qu'on pourrait appeler l'agency, et qui est la possibilité simplement de vivre en ayant des choses qui sont signifiantes pour vous. Alors si je repars de là et que je regarde en quoi on avance ou qu'on n'avance pas suffisamment et comment on peut formuler le débat du point de vue des politiques de l'autonomie, je vais repartir de ces différentes dimensions. La première, donc, sur la question de la citoyenneté. Donc, si je repars de ce que tout le monde a en tête, s'associer aux décisions, il y a 2 choses. Il y a la question du niveau institutionnel, participer à la loi. Du côté des personnes âgées, ça va être les hauts conseils, ça va être les CDCA. Je dirais globalement, ça ne fonctionne pas très bien. On pourra dire pourquoi, mais parce qu'en fait, c'est peut-être aussi même que associer les citoyens, au-delà même de la question de l'âge, à la fabrique de la loi, on voit les gilets jaunes, etc., la Convention citoyenne, que c'est quelque chose de pas évident, on y reviendra. Ça fonctionne peut-être un petit peu mieux pour les personnes handicapées, parce qu'il y a plus d'antériorité là-dessus. Il y a la question de, deuxième point, participer à son parcours personnel, dire son mot sur les politiques qu'on met en place. Alors là, du côté des personnes handicapées, je dirais que c'est relativement bien développé, aussi bien à travers les outils de tarification. Je pense au fait qu'on veut individualiser les parcours pour que ça soit plus modulaire, pour que ça réponde aux besoins des personnes. Vous voyez la réforme Séraphin qui est en cours. Il y a par exemple, si on pense aux enfants en situation de handicap, les programmes personnalisés de scolarisation. Enfin, il y a cette idée d'individualisation des parcours qui est complètement dans l'ADN de la réponse au handicap. Elle l'est moins du côté des personnes âgées. La manière dont, par exemple, on établit un plan APA, on est un petit peu plus loin de ça. Et puis, du côté de la participation à la vie des établissements, il y a bien sûr des CVS, des conseils de vie sociaux qui existent, mais la crise Covid nous en a montré les limites. Il y a un 3e point plus prometteur, c'est l'implication des personnels, les personnels de soins, l'idée qu'il faut leur redonner du pouvoir d'agir, donc elles, en répondant à la sphère 1 de leur travail à elles, pour qu'elles soient elles-mêmes en capacité de laisser un espace aux personnes qu'elles accompagnent dans leur vie. Mais, j'y reviendrai à la fin. En fait, ça, c'est juste un élément. Si je passe très vite en revue les autres sphères, on n'est plus du côté de participer à la loi, participer au parcours que les pouvoirs publics mettent en place pour vous, mais on est du côté de « a-t-on les infrastructures de l'autonomie qui me donnent des marges de manœuvre dans ma vie ?» Et là, voilà, je repasse les sphères dans l'ordre. La première, celle du travail. Je vais la laisser de côté là parce que je prends un fil directeur qui est plutôt axé sur les personnes âgées. Mais évidemment, c'est un sujet essentiel pour le handicap, etc., etc. On pourra y revenir. La sphère 2, conditions de vie et exister en consommant. En fait, là, du point de vue qui nous habite, là, sur les conditions de vie, c'est notamment la variable habiter qui est importante. Sur le fait de pouvoir avoir, non pas des choix, mais des marges de manœuvre, qui me paraît plus réaliste. Aujourd'hui, c'est le sujet central en fait de la politique domiciliaire et de la 5e branche, qui est de s'assurer qu'il y a une offre de logement et de domicile au sens large, c'est-à-dire articulé, EHPAD, habitat intermédiaire, domicile, mais avec les soins qui vont autour, qui permettent aux personnes d'avoir des parcours relativement individualisés avec des marges de manœuvre au moment où les vulnérabilités s'installent. Et ça, c'est un sujet clé. Ce n'est pas le fait de participer à la loi, mais c'est que cette offre existe. Elle n'est pas suffisante.
Mais c'est un sujet bien identifié et il y a 3 points pour le faire progresser. Des dialogues territoriaux, CD, conseils départementaux, ARS, CNSA, c'est des choses qui vont se mettre en place pour avoir cette articulation entre le dur, les bâtiments et les offres de services à domicile, de sanitaires qui vont avec, parce que le logement tout seul, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Mais par contre, ce qui n'est pas très, très bien travaillé à ce stade, c'est la question du seuil financier pour y arriver. Il y avait un rapport, il y a quelques années, le rapport Libaud qui évaluait, le HFEA fait un des rapports, le HFEA en a fait d'autres. Enfin bref, un besoin de rajouter 10 milliards par an pour être à bon niveau, disons, sur l'offre. Depuis, c'est passé des choses en politique publique. On a déjà mis quelques milliards sur la table, mais moins que ces 10 milliards. Et voilà, donc le concept, il est clair, mais arriver au seuil suffisant pour que cette offre soit développée sur le territoire, voilà, il y a la question de la marge de manœuvre. La sphère du connaître, là, pour le coup, elle est très claire pour le handicap, par exemple, sur la scolarisation. Elle est quasi inexistante pour les personnes âgées, et ça pose un problème, on pourra y revenir. La sphère de aimer et réciprocité. Au fond, c'est un peu littéraire mon histoire, mais derrière, vous voyez bien que c'est le sujet de l'isolement et de la capacité à entretenir des liens tout au long de sa vie, qui est un sujet qui prend une acuité particulière, évidemment, dans des vies marquées par le décès, le veuvage, etc., etc., l'isolement loin de ses enfants. C'est des choses qu'on a... Voilà. Est-ce que ça doit être un levier plus important de politique publique? On a mis des heures de convivialité dans les plans APA. Bien sûr, ça ne répond pas à l'entièreté du sujet. Enfin, je vais revenir sur la citoyenneté ou le pouvoir d'agir en commun. On en a dit quelques mots au début, mais ça va au-delà. Il y a la question de la liberté d'aller et de venir, qui est un sujet essentiel et dans nos établissements, dès lors que les personnes, par exemple, rejoignent un EHPAD ou une résidence autonomie, etc., il y a des règles. On ne fait pas exactement la même chose qu'à domicile. On a vu que ça a soulevé tout un tas de questions éthiques au moment du Covid. Ça reste un sujet pour matérialiser ce pouvoir d'agir qui... Voilà, une des premières libertés, c'est d'aller et de venir. Et il y a des enjeux architecturaux, il y a des enjeux de règlement qu'il faut faire avancer. Et je termine par un dernier point, c'est que d'une manière générale, la question de la puissance et de l'impuissance qui parcourt la question des vies individuelles, mais aussi la question de l'État. L'État est sollicité par les citoyens. Est-ce que l'État est capable de mettre en œuvre les politiques publiques qu'il souhaite mettre en œuvre? Elle est aujourd'hui extrêmement percutée par la question de la transition écologique. Et cette question de la transition écologique, elle rajoute encore une difficulté à la question de la branche autonomie, parce que, sur les arbitrages financiers dont on a parlé, et qui n'est autre pour la branche autonomie que la question du croisement des questions sociales et écologiques, évidemment, c'est un élément à prendre en compte, mais également dans la manière dont les usagers, dont les personnes premières concernées pourraient s'associer à des choses aussi intimes que la manière de manger décarbonée, la manière de se transporter pour aller dans des lieux de soins qu'il faut repenser. Il y a tout un chapitre également qui s'ouvre. Voilà. Merci beaucoup, c'était extrêmement dense dans le timing imparti. Alors, Sylvain, simplement pour passer le plat, au fond, avec l'expérience qui est la tienne aujourd'hui, quel regard portes-tu sur les progrès? Est-ce qu'on a progressé un peu, beaucoup? Est-ce que, au fond, c'est une question fondamentalement de moyens, ou est-ce que c'est une question de conception des politiques publiques? Voilà, mais tu auras peut-être d'autres angles à mettre sur la table. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien là avec cet objet? Voilà. Je remercie Vanessa pour ses propos décoiffants et tout à fait stimulants. J'ai même pris des notes, ce qui n'est pas toujours mon habitude, parce qu'avec l'âge, ça fait partie des libertés. On a la liberté de ne pas prendre de notes ou d'en prendre beaucoup. Moi, je suis du genre à pas en prendre des masses. Mais alors tout d'abord, j'ai 81 ans, donc je suis déjà une personne un petit peu âgée. Pas très âgé, il y en a des plus vieux que moi, donc ça va. Mais je commence à avoir des difficultés à marcher. Entretenir l'appartement, c'est pas toujours simple. Donc, il faut faire appel à des forces extérieures. Donc, tous ces problèmes, je les ai vécus depuis 25 ans
puisque j'ai eu la chance ou la malchance d'être considéré comme trop vieux dans mon boulot à 56 ans. Et j'ai basculé au CISEC dans les associations de retraités. Et j'ai été président de la Fédération nationale des associations de retraités qui regroupe 70 associations, soit d'entreprises, d'anciennes entreprises, soit de clubs de province, départementaux. Et j'ai fait une troisième carrière dans le social, plutôt médico-social. Mais en 2005, j'ai rencontré le président de l'époque du CIS dans une rencontre c'était la CNAM, je crois, oui. Et je lui ai dit, ça serait bien de pouvoir mettre des associations de retraités dans le CIS, parce que les retraités, les personnes âgées, sont des gens qui ont généralement plusieurs pathologies. Ce n'est pas une pathologie, ils en ont malheureusement parfois plusieurs. Et parfois, ils ont même un peu de temps. Pas beaucoup, je vous le garantis, mais on peut avoir un peu de temps. Il a suivi cette demande et nous sommes toujours, la FNAR est toujours membre de France Asso Santé et je suis personnellement représentant d'usagers dans un hôpital privé à but non lucratif et dans une clinique, ce qui est un peu plus spécial parce que enfin, je n'ai pas là pour en parler, mais c'est deux objets très différents et c'est encore différent de ce que je pourrais être à la PHP dans un endroit comme la Pitié qui a 9000 personnes employées donc, et un nombre de lits absolument incroyable. Je préfère... Alors, parallèlement, j'ai été à la CNSA, non pas dès sa création, mais au bout de 4 ou 5 ans. J'ai été au conseil de la CNSA, j'ai assuré 2 vice-présidences de cette noble institution que je ne connais plus parce que ça a considérablement changé. J'ai participé au travail qui a conduit à la mise en place de la 5e branche, mais maintenant, la 5e branche, elle vit sans moi et c'est très bien comme ça. Mais j'ai quand même été rattrapé par la patrouille parce que je suis président d'une commission médico-sociale à la CRSA Île-de-France, ce qui me donne pas mal de boulot. Et en ce moment, je devrais être d'ailleurs à Saint-Denis, mais je préférais la porte de Versailles, c'est plus près de chez moi. Et deux ou trois questions. Oui. Excellent choix. Ouais. deux ou trois points que je voulais relancer. Il y aura une discussion, il faudra qu'on ait une discussion, mais ce sera avec l'objet de la 3e intervention, je pense. C'est sur la notion de territoire. Je pense que c'est quelque chose sur lequel je me suis toujours été beaucoup préoccupé. C'est la notion de territoire. Et en particulier, j'ai trouvé que les communes étaient relativement peu associées. On parle beaucoup des départements. L'État, c'est presque normal, mais on parle beaucoup des départements et on parle beaucoup moins des communes et du rôle, entre autres, des CCAS, mais il n'y a pas que les CCAS dans les communes. Je pense qu'il y a un autre sujet qui est de savoir ce que c'est qu'une personne âgée et comment accompagner la personne âgée. Ce n'est pas seulement lui donner l'appât ou la mettre dans un EHPAD ou l'accompagner à domicile avec des services. C'est aussi concevoir un environnement sociétal favorable, parce que finalement, les handicapés, ils ont beaucoup de chance, si je puis dire. J'ai un fils handicapé, hein, je vous rassure, j'ai dit des choses très désagréables, j'ai un fils paraplégique, donc je sais de quoi je parle. Ils restent handicapés très longtemps. Et les vieux, on dit, ça ne dure pas longtemps, ça dure 4 ou 5 ans, c'est pas vrai. On peut commencer à vieillir beaucoup plus tôt que ça. Donc, réfléchissons déjà à ce que c'est que l'accompagnement sociétal de la personne. Et je pense que les 5 cercles vertueux ou moins définis par Vanessa sont des points de travail qui méritent d'être regardés sous cet angle. Donc, notion de temporalité de l'accompagnement. Ce n'est pas seulement la fin de vie,
ce qui est un sujet intéressant particulièrement pour les personnes âgées, mais pas que. Mais la temporalité est un élément assez essentiel pour cette question d'accompagnement. Alors, la liberté d'aller et venir, j'ai noté ça aussi, c'est quelque chose que moi je place sous l'angle, plutôt que liberté d'aller et venir, sous l'angle prise de risque ou pas. C'est très, très jumelé comme questionnement. Si on laisse les gens se balader n'importe comment, alors qu'ils ont des pathologies qui méritent d'être plus accompagnées que d'autres, ça peut être un risque que l'on assume ou qu'on n'en assume pas. Donc, je voulais vous le dire, ça. Alors, pour en revenir à la démocratie, en santé, ça marche à peu près. On y a mis quelques moyens. Les associations des grandes associations de pathologies comme le cancer, le rein, un certain nombre de grandes pathologies sont très structurées. Nous, il faut savoir que les associations de vieux, c'est pas du tout structuré, c'est pas du tout aidé, contrairement au monde du handicap où c'est pas seulement de l'aide, c'est qu'ils sont en même temps gestionnaires de leurs moyens. Nous n'avons pas de moyens et nous ne gérons rien. Donc on peut toujours râler, personne ne nous répond, donc on continue à râler, mais au bout de 25 ans, je peux vous dire que je commence à avoir mal à la gorge. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, il faut trouver de nouvelles troupes. Mais cette notion de démocratie dans les EHPAD, dans les services à domicile, ou alors c'est totalement inexistant, dans les EHPAD et dans les ESMS en général, il y a ce qu'on appelle donc les conseils de vie sociale, ce qui, dans le monde du handicap, marche à peu près. Dans le monde des personnes âgées, beaucoup de mal. Alors pour le coup, il y a une question de temporalité. C'est vrai que dans un EHPAD, on n'y reste pas 95 ans. Il y a un renouvellement. Les familles, quand leurs parents est décédé, n'ont pas du tout envie de continuer à se livrer à cet exercice de discussion avec le directeur de la structure. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille. Il y a eu un tout petit progrès, mais pas encore très, très sensible, parce que c'est applicable que depuis le début de l'année. Mais voilà, tout le monde travaille dessus, tout le monde a des idées, mais je ne suis pas sûr que les idées soient extrêmement claires. En tout cas, la démocratie, ça fait des progrès, ça commence à apparaître. Dans la santé, je dois dire que c'est quand même quelque chose qui est maintenant bien pris en compte. Est-ce qu'on doit prendre les mêmes formulations, les mêmes techniques? Il faut se rappeler que le monde du médico-social, c'est 10 fois plus d'établissements que le monde sanitaire. Donc, créer des services qualité dans tous les EHPAD, ça veut dire augmenter les coûts. C'est très facile d'augmenter les coûts. On augmente les dépenses, on augmente la bonne façon d'augmenter les recettes, c'est d'augmenter le reste à charge pour les résidents. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on cherche non plus. Le domaine de l'apparition de la 5e branche et tout le travail qui a été fait pendant une dizaine d'années sur le domiciliaire, le virage domiciliaire. Je me suis toujours battu pour la convergence personnes âgées, personnes handicapées, avec un succès plus ou moins moyen suivant les périodes. Mais on a beaucoup à apprendre de la part de travail qui a été fait dans le monde du handicap, et en particulier dans le domaine de la démocratie. Mais en tant qu'ancien combattant, il se trouve que j'ai été vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées, et à ce titre, je participais au groupe de travail qui avait été lancé par Roselyne Bachelot, que j'ai salué tout à l'heure. Elle m'a reconnu, je ne sais pas si elle savait qui j'étais, mais enfin, elle a été très aimable, elle m'a dit bonjour. Mais elle avait mis en place 4 groupes de travail
sous la houlette de Annick Morel, que nous avons reconnu tout de suite, qui est chargée, qui est le médiateur en matière de tarifs de santé. Donc, et on avait fait un très bon travail. C'était à cette époque qu'on s'était débarrassé, provisoirement d'ailleurs, du terme de dépendance, qui était si horrible. Et ce diagnostic reste strictement valable. Il a été mis à jour. Bertrand Fragonard, qui était le président du Haut Conseil de l'âge ces dernières années, jusqu'à une date tout à fait récente, avait été responsable d'un groupe de travail justement sur le financement, et il a eu à mettre à jour ces dernières années les travaux de 2011, parce que ça n'a pas vraiment changé. Et de ce point de vue-là, les moyens, qui ne sont pas une fin en soi, mais qui sont quand même une grande nécessité, sont, mal connus. On en discutait tout à l'heure avec Vanessa. On a le plus grand mal à faire connaître, à faire remonter des départements le budget départemental de l'autonomie. Alors, pourquoi, comment, ça c'est une autre paire de manches, mais c'est quand même très gênant d'avoir un budget de l'État de l'autonomie qui est de quelques dizaines de milliards. Bon, c'est très bien, mais on ne sait pas du tout ce que font les départements. 30... Oui. Mais dans la Sécu, on compte pas. En dessous de 100 milliards, on considère que c'est minable. Alors, on n'a pas encore atteint les 100 milliards pour la CNSA, mais ça viendra un jour. Mais la difficulté, c'est effectivement de faire remonter cette séparation entre les financements État, département, et je rappelle encore les communes, parce que les communes dépensent de l'argent. Les CCAS, ça coûte de l'argent aux communes. Et ça, c'est pas pris en compte. Et tout ça, ça ne remonte pas correctement. Et on le connaît assez mal. Alors, c'est plein de bonne volonté, mais on a encore des manques assez criants. Il y a des idées qui sont apparues, des motivations qui sont venues. Le problème, c'est que c'est un problème de temporalité, encore une fois. La temporalité technique et des besoins des gens n'a rien à voir avec la temporalité des politiques qui, elles, se limitent à leur horizon de réélection au bout de 5 ans, alors que les problèmes que nous avons à vivre en termes de société, du bien vieillir ou du bien vivre ensemble, parce que soyons plus larges que le bien vieillir. Le bien vieillir, c'est pas une fin en soi, c'est la société tout entière qui doit bien travailler ensemble. C'est le dernier point, c'est la citoyenneté, c'est le vivre ensemble. Donc ça, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Merci. C'était remarquable en termes de timing. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est intéressant de voir au fond le tableau que tu dresses qui j'allais dire, qui est impressionniste, pas tant que ça. Avec aussi, on y viendra peut-être aussi, le fait qu'on dit personnes âgées, personnes handicapées, mais il y a des points de convergence, mais aussi des différences institutionnelles, des différences en termes de niveau de financement, des différences de temporalité, tu l'as bien expliqué. Et donc je crois que c'est important de regarder le sujet à 360 degrés pour voir comment il y a des axes qui parfois peuvent être spécifiques à un champ ou à l'autre. Mais je me tourne maintenant vers Stéphanie Deblois, parce qu'au fond, et d'ailleurs on est piqué par l'ONU, qui nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on n'a pas assez changé, qu'on n'est pas assez inclusif. Et en réalité, il y a un certain nombre d'établissements et de services qui montrent la voie. Et c'est le cas de l'ESMS de Coutras, dont vous allez nous conter l'histoire de la transformation. Oui, bonjour. Donc, je suis directrice d'un établissement à Coutras, enfin d'un établissement maintenant, mais qui était des établissements au départ. Alors, c'est à l'échelle plus micro par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre en termes de chiffres. Et puis, je vais quand même essayer de reprendre
les sphères que vous avez évoquées, parce que bon, c'est quand même des choses qui traversent toute l'activité de notre structure. Alors, j'ai une petite présentation. Je veux pas essayer, voilà. Juste pour vous resituer, voilà, l'établissement qui est un établissement assez ancien, qui a une 50aine d'années, qui est situé en Gironde, à 45 km de Bordeaux, très au nord du département. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Frontalier de plusieurs territoires départementaux, qui donc nous oblige à transcender un peu les habitudes qu'on a de travailler sur des territoires départementaux uniques. Nous, on doit travailler dans 4 départements différents. Et donc, ça a quand même une incidence sur les pratiques de notre établissement. C'est un établissement de la fonction publique hospitalière qui est autonome et qui était composé à l'origine d'un IME, d'un CESAD et d'un CESAD Pro. Donc c'est de l'accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu'à 25 ans qui sont porteurs de handicap ou sont dits déficients intellectuels. On est situé, c'est important aussi, dans un secteur assez éloigné des villes, dans une zone dite semi-rurale, sur un territoire assez précaire, avec des populations qui sont assez éloignées des prestations territoriales habituelles, et donc c'est le constat qu'on fait, nous a semblé freiner un peu les choix de vie dont vous parliez tout à l'heure et les droits d'être accompagnés que ce public déficient peut avoir. Donc on est parti des constats que l'organisation telle qu'elle était... Bon, ça ne marche pas. Voilà, juste sur le schéma. L'organisation telle qu'elle était à l'origine, voilà, c'est ça. L'établissement avant 2018, c'était plusieurs établissements avec une partie institut médico-éducatif, donc une partie très institutionnelle, qui était la majorité de l'accueil de nos publics, et puis une partie plus ambulatoire avec des services CESAD, services d'éducation spécialisés, et des CESAD Pro. Voilà, donc c'était une organisation qui était assez binaire, avec un cloisonnement assez important des prestations, une intervention en fonction des âges des publics, avec... il a semblé, au moment des réflexions qui se sont engagées, un manque d'agilité et d'adaptabilité dans les réponses qu'on pouvait apporter, avec des interventions de professionnels qui étaient un peu en parallèle, avec des accompagnements, des transitions qui étaient complexes, et puis l'impossibilité avec ce schéma assez fonctionnement en silo de répondre aux besoins, aux aspirations des jeunes, avec des partenariats qui n'étaient pas assez développés sur le territoire, comme disait monsieur, avec le droit commun, avec les autres établissements, et du coup, des parcours de ces jeunes assez en rupture, notamment aux âges de transition, au moment du collège, au moment du lycée, et en fin d'accompagnement à la majorité. Donc, de ces constats, l'établissement a mené une réflexion sur plusieurs années, et puis à travailler, à mettre en synergie, à souhaiter créer un modèle de mise en synergie des moyens et des ressources sur un territoire assez étendu, puisque l'établissement a plusieurs antennes territoriales, comme je le disais tout à l'heure, y compris aux frontières des départements, pour proposer une palette de services assez ouverte, au sein desquels les professionnels puisent une ressource ou un accompagnement pour permettre les parcours de ces jeunes qui peuvent être évolutifs. À un moment, on peut être en capacité d'être scolarisé, et puis un temps d'après, plus. Et puis parfois, on peut travailler dans le milieu ordinaire. Et puis à un moment, on doit être accompagné de façon plus renforcée. Donc voilà, l'idée, c'était qu'on puisse avoir cette palette d'outils à mettre à disposition pour soutenir l'individu citoyen que l'on accompagne dans la compensation de son handicap à tous les âges de sa vie et à tous les moments de sa mise en difficulté. Donc c'est ce que nous a permis le contrat d'objectifs et de moyens qu'on a signé en 2018 et qui a accompagné la transformation de l'établissement avec comme ligne de mire dans ce premier CEPOM qui était il y a déjà quelques années, donc assez innovant, si on peut dire ça comme ça, dans un virage ambulatoire et inclusif assez fort, dans tous les domaines de l'inclusion, et peut-être les sphères dont vous parliez tout à l'heure, donc l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale, l'inclusion professionnelle, les parcours de santé. Et donc, ce CEPOM nous a permis de baisser l'offre institutionnelle
dans les murs pour développer quelque chose qui est beaucoup plus désinstitutionnalisé, entre guillemets, et qui nous a permis d'aller travailler beaucoup plus dans le droit commun et à l'extérieur de l'établissement. Donc, bon, les valeurs qui ont construit ce projet, ça a déjà été pas mal évoqué. C'est vrai que dans le secteur du handicap, c'est des vraies données existantes, des vraies valeurs existantes. L'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans l'esprit de tous les acteurs de ce champ, sans doute plus que dans d'autres secteurs. La subsidiarité, beaucoup. Plus que, les équipes sont habituées maintenant à travailler uniquement quand le droit commun n'est pas en mesure d'apporter la prestation attendue. Dans la citoyenneté et dans le pouvoir d'agir, alors j'ai appris plein de choses, mais dans les différentes sphères que vous avez évoquées, mais effectivement, la sphère de la citoyenneté, la sphère du travail, les conditions de vie et d'hébergement, voilà, c'est des choses qui sont vraiment interrogées, que les professionnels ont l'habitude maintenant d'interroger pour travailler ce pouvoir d'agir, ce qu'on appelle, nous, dans le secteur maintenant, autodétermination. Je ne sais pas si on peut comparer ces deux termes dans votre propos, mais accompagner vraiment le jeune, l'enfant, le jeune, l'adulte, dans ses besoins, hein, pour commencer, mais aussi dans ses envies et dans les différents domaines qui s'offrent à lui dans les différents segments de sa vie. Donc pour cela, on a complètement refondu, et je veux bien que vous alliez jusqu'à la diapositive 6, le fonctionnement de l'institution. Encore. Voilà, autour on a cassé les murs de l'institution, des établissements, pour ne faire qu'une plateforme territoriale d'inclusion qu'on a appelée, qui s'appellera peut-être plutôt dispositif d'ailleurs, dans les textes qui sont en attente, plus que plateforme. Mais bon, voilà, à l'époque, il y a quelques années, c'était plateforme qui a été retenue, autour de 4 dispositifs et qui accompagnent le parcours du jeune, avec comme maille centrale de ce parcours les projets personnalisés d'autonomie dans l'établissement ou les projets personnalisés de scolarité pour ceux qui sont scolarisés, et qui donnent vraiment le fil rouge de cette prise en charge, que ce soit dans les prestations très ambulatoires à domicile ou dans des prestations plus protégées de l'intra-institutionnel, ou pour préparer la vie professionnelle à l'emploi. Et tout ça se construit autour d'une cellule de coordination des parcours. Hein. On a des nouveaux métiers qui se sont créés et qui sont des coordinatrices de parcours, qui sont le pivot du suivi des projets personnalisés de chaque jeune. Et elle les accompagne depuis la liste d'attente, qui est souvent longue, jusqu'à la sortie d'établissement, et 3 ans après la sortie d'établissement dans leur parcours de vie. Donc c'est ce qui fait qu'elle les suivent pendant plusieurs années, en facilitant la mise en contact, en préparant l'admission, en étant l'appui des projets, et puis ensuite en évaluant la pertinence des différentes actions qui sont proposées, en les réévaluant si besoin, et en faisant surtout toute l'orientation pour l'après-établissement, parce que nous, notre établissement a vocation à s'arrêter quand même à un moment et à orienter les jeunes vers d'autres dispositifs de la scolarité ou des établissements pour adultes. Donc, encore. Cela donne à peu près ça. C'est très schématisé, mais voilà l'idée de ce que sont devenus nos établissements. Donc 4 dispositifs centraux avec une cellule de coordination des parcours qui maille tout le parcours. Et puis tout autour, alors le jeune est évidemment au centre du dispositif. On pourrait même mettre sa famille d'ailleurs au centre du dispositif, parce que de plus en plus on travaille avec la famille comme étant l'expert, l'expert de la prise en charge du jeune, surtout si les jeunes sont très petits. Et puis on travaille avec les partenariats classiques de nos institutions, les MDPH, les CDAPH, l'éducation nationale, tout le domaine de l'emploi, tous les partenaires des autres établissements, etc. Et on a travaillé autour d'une cartographie des prestations, donc toutes les prestations que l'on peut apporter, et une prise en charge vraiment à la carte en fonction des besoins et des envies de chaque jeune. Tout ça a une incidence sur le plan de la transformation de l'établissement. Alors pour les bénéficiaires, j'y reviens pas. On pense vraiment que c'est une plus-value
de prise en charge. D'ailleurs, l'établissement est reconnu en tant que tel, puisque maintenant, nous recevons des notifications doubles ou triples ou uniques plateformes, et plus seulement IME, CESAT ou CESAT Pro, mais vraiment des notifications uniques qui permettent aux jeunes de circuler dans les différents pans de l'établissement. Donc on pense que du côté des bénéficiaires, le pari est plutôt gagné, avec la vigilance quand même de garder en tête que chaque jeune et chaque famille doit avoir en tête la visibilité de l'offre et l'efficacité de ce qui est proposé. Et puis que voilà, qu'on ne laisse pas la famille sur le bord du chemin. C'est vraiment, pour nous, l'expertise parentale, elle est importante et elle doit être travaillée. Pour les salariés, ça a été aussi beaucoup de transformation. Il y a eu plusieurs années de préparation de ce projet avant de signer le CEPOM et aujourd'hui d'être enfin dans quelque chose qui est d'un fonctionnement assez routinier avec des pratiques très nouvelles, ambulatoires, autonomes, à l'extérieur de l'établissement, en interdisciplinaire avec des partenaires extérieurs beaucoup. Donc il a fallu apprendre à travailler vraiment avec de nouvelles méthodes et puis accepter de prendre des risques. Un peu aussi, vous parliez de prendre des risques tout à l'heure, mais la liberté d'aller et venir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de prise de risque à lâcher parfois un jeune dans une école alors qu'il n'y a jamais été, avec le risque du regard de l'autre, le risque du professeur qui n'est pas préparé, avec le risque de la famille qui n'a pas forcément envie de se confronter à nouveau à des échecs scolaires. Voilà, donc il y a une forme de prise de risque aussi et d'acceptation de l'échec, mais ça fait partie des pratiques de l'établissement. Et puis on a travaillé avec des nouveaux métiers. Des parcours de stage, des conseillers en emploi accompagnés, des infirmiers coordonnateurs de soins, enfin voilà, vraiment des métiers qui viennent un peu faire bouger les lignes des métiers habituels et dont on pense aujourd'hui, on fait le pari que ça a une attractivité importante parce que malgré notre situation géographique, vous l'avez vu, qui n'est pas forcément évidente, un peu éloignée des villes et sur un territoire assez précaire, on n'a quand même pas tellement de difficultés de recrutement ou d'attractivité professionnelle, en tout cas pas pour l'instant. Et puis pour les partenaires, on a vraiment travaillé complètement différemment avec une ouverture sur tout le secteur qui nous a permis de répondre à des appels à projets assez innovants, SMS numérique, de créer une offre de répit, de créer une plateforme d'emploi accompagnée. Voilà, donc ce qu'on n'aurait pas fait tout seul, parce qu'on est trop petit, qu'on n'a pas assez de moyens, etc. Donc on a créé ces offres partenariales et on est assez content de pouvoir développer cette nouvelle offre. Donc c'est une transformation qui s'est faite sur à peu près 5 ans, qui a des incidences, je vous en ai parlé, et qui aujourd'hui arrive juste à sa maturité, je dirais. Et puis voilà, donc maintenant on pense à la suite, puisque ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. La suite, ce serait d'avoir un seul finesse pour avoir une plateforme territoriale qui soit un numéro unique. On a encore aujourd'hui des sous-finesses IME, CESAT Pro qui complexifient peut-être un peu les choses. Une notification unique systématique, ce n'est pas toujours le cas. De plus en plus, encore souvent IME, CESAT, mais ce serait bien d'avoir une notification plateforme systématiquement. La MDPH n'était pas forcément toujours à l'aise parce que pour eux, l'idée de désinstitutionnalisation, c'était plus d'institution du tout. Donc il y avait la crainte de laisser des enfants ou des jeunes à la porte des établissements. C'est pas du tout le cas et c'est pas le projet. Donc ça a nécessité quand même un temps d'explication. Donc on n'est pas systématiquement à des notifications uniques. Une dotation unique de financement, ça on n'est plus très loin, avec une expérimentation Séraphin PH qui a eu lieu dans l'établissement l'an dernier. Bon, on a vu que c'était n'est pas encore tout à fait prêt dans la structure. Ça a créé beaucoup de questions, beaucoup de temps de remplissage, mais on aperçoit quand même qu'avec le mode de fonctionnement qu'on a adopté, c'est quelque chose qui va étayer nos pratiques. Donc on n'est pas du tout opposé à cette idée. Simplement le système là aujourd'hui, on le trouve encore un peu complexe, mais bon, c'est une question d'acculturation, je pense. Et puis une évaluation de l'établissement et de ce fonctionnement en plateforme. Alors, est-ce qu'on aura 1 ou 3 évaluations? La question se pose. On espère une seule, l'évaluation de la plateforme d'ici une année. Voilà. Eh bien, vraiment, merci beaucoup de ces 3 interventions très riches et très différentes. Et c'était vraiment ça l'objectif.
Alors moi, j'ai une foule de questions à poser, mais je vais d'abord, évidemment, passer la parole à la salle. Évidemment, j'en cite quelques-unes hein, en passant, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Cette question des transitions, est-ce qu'on va avoir les moyens de toutes ces transitions et comment on peut jouer de l'une et de l'autre? La question des cadres réglementaires, et vous venez de l'évoquer, comment on peut assouplir tout ça, comment on peut aussi utiliser ces dispositifs qui se déploient sur les personnes en situation de handicap, chez les personnes âgées. Les dimensions institutionnelles, est-ce que de la même manière qu'il y a un CNCPH, il faut un CNCPA? C'est la question que je me pose. Et puis bien sûr, cette question, puisque la question de l'attractivité des ressources humaines est très prégnante, est-ce qu'au fond, ce travail en dispositif, en interaction avec le milieu ordinaire, est-ce que ce n'est pas une des clés peut-être du pouvoir d'agir aussi des professionnels et donc de l'attractivité, parce que finalement l'objectif de tout ça c'est de pouvoir aussi interagir avec la société et transformer le comportement de la société par rapport aux personnes qui ont des fragilités particulières. Voilà, mais vous aurez sûrement l'occasion dans vos réponses de revenir sur ces sujets. Et donc, qui souhaite poser une ou des questions dans la salle? Ou alors c'était tellement clair. Si je peux m'immiscer dans la discussion, Ben oui, bien sûr. C'est que il se trouve que j'ai pas mal travaillé avec l'IBO sur ces divers rapports depuis une dizaine d'années. Et une des idées qui traîne, c'est vraiment... quand j'écoute l'exemple de ce nouveau type d'institution, c'est quelque chose qui traîne quelque part dans la même... Mais on est toujours coincé par des problèmes de réglementation. Au niveau local, vous arrivez peut-être à vous en débarrasser un petit peu. Au niveau national, dès qu'on touche à quelque chose, on vous dit « Ah oui, mais il faut changer la loi, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, etc. » Alors que moi, j'ai toujours pensé que l'hôpital de proximité en particulier était quelque chose qui était absolument essentiel. Et c'est ce que je dis à mes adhérents, allez dans les hôpitaux de proximité comme représentants d'usagers, parce que c'est là que ça se passe. Les hôpitaux de proximité, avec autour d'eux des gens qui sont compétents en personnes âgées, mais au sens accompagnement des personnes vulnérables âgées, accompagnement des handicapés, etc. L'hôpital de proximité peut être le noyau, avec des pseudopodes comme votre établissement l'est déjà. Mais je suis sûr qu'il y a déjà d'autres expériences, mais qu'on ne les connaît pas tout assez. Mais je pense qu'un des grands freins, c'est quand même qu'on a une réglementation. Le CASF est beaucoup trop gros. Et il faudrait peut-être essayer enfin, je vous dis CASF, il y en a déjà. Déjà, je pense que vous devez taper dans 3 ou 4 codes, vous. Alors, donc, 3 ou 4 codes. Dans chacun des codes, une demi-douzaine de lois, 50 décrets, etc. Je pense que la norme a bien tué la norme, là. Et je pense que ce sujet et cet exemple a des mérites qui sont très intéressants. Et je crois qu'il faut qu'on en profite tous tant que nous sommes et qu'on voit s'il y a par ailleurs. Je ne pense pas qu'il faille transposer des solutions de la Gironde dans le PACA ou dans la Meurthe-et-Moselle. Ce n'est pas forcément la même chose. Mais il y a des principes qui devraient pouvoir être impulsés et permettre de réinventer d'autres choses. Je sais que à Nancy, autour de Nancy, il y a des choses très intéressantes qui se font en matière d'autonomie. Je sais que, mais
à chaque fois qu'on vous dit, ah bah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, on vous dit, ah ouais, bah attendez, il faut changer la loi, on vous fait un décret, il faut 6 mois, il faut 3 ans. Voilà. Alors Vanessa, comment la CNSA peut contourner cette complexité? Ce n'est pas une question facile. Alors, je vais repartir de l'exemple de Madame, que je trouve très intéressant aussi, et peut-être réponse sur un angle qui est la comparaison PA-PH, parce que, bon, voilà, on ne va pas traiter tous les sujets, mais je pense qu'en matière personnes handicapées, ce que vous dites là, c'est clairement, c'est l'avenir, enfin, ça fait, voilà, c'est parlé depuis déjà la dernière CNH, ça a été réaffirmé là avec la conférence nationale du handicap qui vient de s'achever, et où clairement, il y a une logique de transformation de l'offre dans ce décloisonnement que vous indiquez, avec un mode comme ça hybride qui permet de donner des réponses finalement sur différents pans de la vie des personnes, et c'est comme ça qu'on les aide dans leur pouvoir d'agir, les personnes mais aussi les professionnels, vous l'avez dit. Si on fait le parallèle avec les personnes âgées, je pense que là, non pas que ça soit directement transposable, mais on voit il y a un énorme écart, parce qu'aujourd'hui, on vient de faire, par exemple, ce qu'on appelle la fusion des SAD et des SIAD, des services autonomie. On est en train de faire la fusion des services à domicile et des services infirmiers à domicile. C'est déjà un point. Mais en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin, si on prend l'exemple là, c'est-à-dire d'avoir quelque chose une continuité, un continuum de l'offre entre l'EHPAD, l'hébergement intermédiaire, le service à domicile, où tout soit quelque part voilà, dans une logique plateforme. Voilà. Et alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a timidement ouvert la notion d'EHPAD ressources pour que l'EHPAD aille vers un fonctionnement en service, mais avec quelque chose de très asymétrique du côté des services à domicile qui pourraient tout autant prétendre et s'impliquer, eux, à développer de l'appui en établissement. Et donc cette hybridation-là que vous avez dessinée avec un temps d'avance dans le handicap, ça peut faire partie des solutions qu'on est appelé à développer aussi dans le secteur de l'âge. Je ne vais pas répondre sur l'angle de la réglementation, c'est évidemment un point, mais on voit que dans le handicap, on a su finalement aller accompagner cette transformation de l'offre, même si ce n'est pas terminé, mais voilà. Et donc là, il y a peut-être une marche à suivre. Il y en a une, même d'ailleurs. Et elle est conceptuellement à l'orée du bois. Enfin, voilà, mais elle est loin d'être déclinée dans le secteur de l'âge. C'est une première réponse. Puis, juste un deuxième point, puisque sous l'angle CNSA, allez-y. Deux choses qui sont déjà dans les tuyaux aussi, c'est que vous parliez de territoire. On a vraiment besoin de travailler davantage avec, d'une part, les financements départementaux, les financements régionaux, quand on est sur soit l'EHPAD, soit l'IME, soit c'est plutôt des financements qui viennent par les ARS, ou même parce qu'effectivement, il y a des compléments communaux sur tel ou tel accompagnement à la vie. Donc, ce dialogue territorial-là, voilà, c'est un des axes qu'à la CNSA, nous portons. En 2023, il y a la mise en place de ce qu'on va appeler d'abord des rencontres interdépartementales, puis un cadre de coopération tripartite pour faire en sorte que concrètement sur les territoires, l'offre intégrée avec ses différents volets, voilà, les partenaires se parlent et mettent en œuvre davantage des solutions plus intégrées. Vous nous avez parlé que vous étiez sur 4 départements. Je sais que vous êtes à la limite du Poitou et qu'au sein de l'ARS, entre Poitou, Limousin et Aquitaine, ce n'est pas toujours l'harmonie la plus totale. Mais comment vous y arrivez ? Alors, là, la dernière offre qu'on vient d'ouvrir, par exemple, c'est une offre sur le territoire de la Dordogne. Donc, on a un financement du département, enfin de l'ARS, mais via la direction départementale de la Dordogne. En fait, nous, on a un financement 100% sécurité sociale. Donc, c'est quand même beaucoup plus souple. On n'a pas 50 financeurs. On a de temps en temps un petit peu l'aide sociale à l'enfance, qui a un droit de regard, mais qui souvent donne ses enveloppes à l'ARS, qui, elle, redonne les enveloppes aux établissements. Donc, en fait, cette histoire de financement n'est pas réelle. Donc, non, en réalité, la dernière offre qu'on a ouverte, c'est une offre de répit. On a créé une plateforme territoriale de répit qu'on a créée en Dordogne.
Et on travaille à cheval sur les 2 départements avec des personnels mis à disposition ou recrutés en Dordogne, avec des enfants qui sont accompagnés de Dordogne ou de Gironde, puisqu'on a le même schéma en Gironde. Et donc, on accompagne les gens, on les met à disposition. Alors ça a une incidence financière importante. J'en ai pas parlé là, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais ces transformations-là, ça a une incidence très forte sur la logistique des établissements. C'est beaucoup de transport, à une époque où ça coûte très cher et où c'est très mauvais pour la planète. C'est beaucoup de kilomètres partagés, c'est beaucoup de temps partagé, c'est beaucoup de temps passé sur les routes. Voilà, c'est une autre ingénierie de travail. Donc ça oblige à repenser les organisations avec des journées plus longues, mais moins de journées de travail. Enfin, ça repense un peu toute la logistique institutionnelle, et encore plus quand on a la volonté d'être sur des territoires où il n'y a rien d'autre. Puisqu'on y va aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, voilà, pour faire une couverture que le droit, enfin que la fonction publique et le service public se doit d'apporter. Ce serait plus simple de rester sur un territoire plus petit, mais voilà, il faut aussi répondre à cette offre. Donc on bricole avec ce qu'on peut pour aller chercher des financements complémentaires. Oui, on construit. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un vous poser une question. Il faut toujours une courageuse ou un courageux. Voilà. Je sais pas si sur la question de l'autonomie, on a vu que c'est une des problématiques qui peuvent s'adresser autant aux personnes en situation de handicap qu'aux personnes dites âgées. Sur l'idée de regrouper un peu les solutions qui s'appliquent à un type de public et à l'autre, est-ce que vous pensez que c'est déjà suffisamment le cas ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire, de le faire davantage, et que ça pourrait être une façon aussi d'avancer sur ces problématiques-là ? Question difficile parce que les publics sont différents. Non, il ne marche pas. Oui. Les publics sont peut-être différents, mais les personnels doivent être relativement polyvalents. Je pense que c'est leur intérêt, c'est de l'intérêt des personnes accompagnées. Alors, comment ça peut se mettre en place, sauf à mettre en œuvre des solutions de plateformes diversifiées. Mais les SIAD, déjà, les SIAD peuvent intervenir à domicile, que ce soit chez un handicapé, une personne en situation de handicap ou une personne vulnérable âgée. C'est aussi le cas de certains SAD, mais pas tous. Alors peut-être que l'unification SAD-SIAD va permettre de multiplier les occasions de contact, mais c'est pas encore gagné. Ça, il faut que à la fois les structures le veuillent, que les patients le veuillent, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que moi, la bagarre qu'on a toujours avec le monde du handicap, c'est que le handicap a peur qu'on leur pique leur pognon. Ah non, mais je vous dis comme je l'ai vécu, hein. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On cherche surtout à profiter de leur expérience plus longue que pour les personnes vulnérables âgées. Mais je crois que c'est un objectif, hein, c'est que l'horizontalité des soins et la proximité aussi, parce que si on a à côté de chez soi un service qui travaille avec des handicapés, si vous allez chercher un service pour les personnes âgées à 80 km, alors là, on est dément. Oui, je pense que je partage ce que vient de dire Sylvain Denis, avec néanmoins quelques choses un peu plus complexes. C'est la question du reste à charge, par exemple. Vous avez des raisons qui ne sont pas faciles. Enfin, on ne peut pas unifier comme ça. Donc après, dans les structures, aujourd'hui, il faut savoir le reste à charge est quasi inexistant, disons, dans les structures handicap.
et il est très important dans les structures personnes âgées, en tout cas pour le volet établissement, pas pour les soins à domicile, mais en tout cas pour le volet établissement, c'est très clair. Alors certains pourraient être tentés de dire « Ah bah oui, mais il faut tout unifier, etc. » Non, c'est pas aussi simple. D'abord, c'est tout de suite une réforme à plusieurs milliards par an. Et en plus de ça, sur le plan conceptuel, c'est pas évident en termes de solidarité publique. C'est pas forcément choquant de se dire qu'une personne handicapée qui a toute sa vie vécue, etc., a besoin d'une solidarité, d'un niveau de solidarité qui peut être différent de celui des personnes âgées vulnérables qui ont travaillé, qui ont une retraite, qui ont un patrimoine, etc. Donc, voilà, même s'il y a une logique à articuler en termes des personnels, il y a des éléments de financement qui vont de toute façon rester distincts. Et ça, c'est un des éléments qui aussi pose... le fait que ce n'est pas complètement la solution de tout unifier. Alors, on s'avance vers la fin de cette conférence. Alors, s'il y a encore une question, parce que moi, j'avais envie de demander à nos trois intervenants, d'abord de voir une réaction sur ce dernier thème qui vient d'être évoqué. On peut comprendre que le reste à charge soit différent. C'est peut-être plus difficile de justifier que les moyens d'accompagnement soient également très différents. Et je partage ce que disait Sylvain Denis, pour avoir été travaillé sur ces deux sujets. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a une inégalité qui justifierait absolument pas de jouer à Robin des Bois, hein, c'est-à-dire de prendre au handicap, mais qui fait que le handicap doit nous aider à amener les ressources du secteur des personnes âgées à un même niveau d'accompagnement, même si le reste à charge, lui, est différent. Par contre, on peut beaucoup plus difficilement justifier que, par exemple, dans un EHPAD, on ait un ratio de 65 professionnels pour 100 personnes, alors que sur une maison d'accueil spécialisée, on est plutôt à 150. Donc on est quand même dans un rapport de 1 à 2 qui est difficilement justifiable. Alors, moi j'avais envie, avant qu'on termine cette... Ah, il y a une question. Ben, allez-y, vous avez une priorité absolue. Oui, okay. J'avais une question par rapport... vous aviez parlé de la liberté d'aller et venir en EHPAD. Comment ça se met en place et est-ce que c'est réellement possible quand on a des UVP, par exemple, ou des UHR en EHPAD? Excellente question. Alors, je pense qu'il n'y a pas de solution pour toutes les situations. Je crois que c'est quelque chose... Moi, j'ai parlé un peu du territoire. Je suis revenu sur le territoire. Je n'avais pas trop prévu d'en parler, mais j'en ai parlé parce que la présence de Mme Debois m'a motivé pour revenir sur ce sujet. Je crois au local. Je crois au local. Je pense que c'est quelque chose qui doit être déterminé. Alors, en disant ça, je me débarrasse du problème en le disant on passe ça au CCAS, on passe ça au directeur de l'EHPAD, on passe ça au directeur de la structure. Mais je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut organiser le plus près possible de la personne concernée, en fonction non seulement de ses besoins. Alors là, on pourrait avoir une discussion philosophique sur besoins et envies, mais je pense que c'est plutôt en fonction de ses envies. Je crois qu'il ne faut pas non plus céder à tous les caprices, mais qu'il faut donner un certain degré, et c'est bien l'objet de cette conférence, degré de liberté, de choix à la personne. Alors après, que l'institution ait du mal à s'adapter, ça c'est vrai. C'est compliqué. Et là, on retombe dans la prise de risque. Faire se balader... je vois à l'hôpital Léopold Bellan où je suis RU, il y a un étage consacré uniquement aux personnes avec des problèmes de troubles cognitifs, avec des gens qui déambulent, des gens qui se baladent, etc. Ça demande non pas 65%, 65 personnes pour 100 places, mais ça demande 3 personnes ça demande 3 personnes pour un malade, parce qu'il faut lui courir après, il faut lui le mettre
le soigner, lui donner éventuellement des calmants que s'il s'énerve. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Mais ça, je pense qu'il faut déjà voir, ne pas travailler sur un schéma préconçu, balancé de Dieu le Père, que ce soit l'avenue du Ken ou que ce soit le département. Il faut que ce soit très discuté localement. Et entre les personnels, les patients, les résidents, les administratifs, parce que tout le monde va y prendre sa part. Alors, après, malheureusement, le temps tourne. Alors, moi, j'avais envie, pour clôturer cette conférence, de demander à chacun de nos 3 intervenantes et intervenants, en quelques instants, de dire vous avez droit à un vœu pour avancer vers une société plus inclusive, pour favoriser les nouveaux pouvoirs d'agir. Si vous aviez voilà, un vœu ou une demande, qu'elle soit grande ou petite, vous diriez voilà, qu'est-ce qui est votre premier objectif, enfin première demande pour avancer. Alors je sais pas, allez-y. Dans le secteur de l'enfance, ce serait que chaque enfant soit inscrit dans son école de secteur, sans que ça pose de questions. Voilà. L'application du droit. Voilà, un objectif très, très simple et très clair. Je ne sais pas si Vanessa. C'est gentil. Moi, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait plus de prise en compte des envies, et je ne dis pas forcément des besoins, mais des envies des personnes par les soignants et les structures institutionnelles, que ce soit des services. Mais je pense que c'est important de travailler sur les envies des gens, de ne pas aller contre leur volonté, mais essayer de comprendre et de les accompagner. Et ça, je crois que c'est un domaine de formation. Eh ben, ça me paraît un bon viatique. Vanessa, je vous laisse... Oui, moi, ça serait de réfléchir en taux d'équipement, non pas en dur, en bâtiment, mais en taux d'équipement au sens de nombre de personnes dans un territoire qui vont être les soignants, les accompagnants, pour être sûr que dans tous les territoires, il y ait assez de personnes autour de nos personnes vulnérables et qu'on le suive et qu'on le fasse grandir, ce qu'on ne fait pas actuellement quand on raisonne en taux d'équipement. Eh bien, merci beaucoup, ça me paraît 3 très beaux objectifs. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.